Pour échanger sur ce défi, nous avons un plateau des plus relevés, avec des spécialistes particulièrement affûtés qui ont en plus, c'est la cerise sur le gâteau en quelque sorte, qui ont en plus le bon goût d'allier la théorie et la pratique, et à qui je vais m'empresser de donner la parole, en commençant d'abord par mon collègue, le professeur Arnaud de Nanteuil, qui traitera de l'intéressant et inépuisable sujet des convergences et divergences entre le droit des droits de l'homme et le droit international économique. Chers collègues, vous êtes agrégés des universités, professeur à l'université Paris-Est Créteil, vous dirigez un beau diplôme dont le succès qui n'est plus à présenter, c'est le LLM, contentieux international des affaires. Vous êtes par ailleurs conseil et arbitre dans le cadre notamment du CIRDI. J'ai cru noter que vous y étiez déjà depuis plus de 6 ans. On n'indiquera pas le nombre considérable de dossiers que vous avez eu à traiter dans ce cadre-là. Et par ailleurs, vous êtes aussi expert auprès de l'Organisation internationale du travail. Nous attendons vos propos sur les convergences et les divergences du droit des droits de l'homme et le droit international économique avec beaucoup d'intérêt. Et je vous donne immédiatement la parole. Vous avez, je crois, selon les organisateurs, 20 minutes. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président et chers collègues. Merci pour ces mots qui me font, vous ne voyez pas à travers l'écran, mais qui me font un petit peu rougir tout de même. Voilà, qui évidemment me viennent droit au cœur. Merci beaucoup à Jean-Baptiste aussi pour sa sollicitation. Je suis évidemment toujours très heureux d'intervenir dans ce cadre-là, juste sur des sujets qui sont à la fois déjà très explorés et en même temps inépuisables. C'est ça la difficulté. Et donc, il s'agit d'essayer de présenter en quelques minutes effectivement la problématique d'ensemble et quelques éléments de réponse peut-être. Je voudrais aussi, évidemment, saluer tous les co-panélistes, tous les participants, que je ne vois pas physiquement, mais les saluer virtuellement. M'excuser aussi par avance du fait que je devrais quitter, malheureusement, cet après-midi très intéressant vers 15h30. Alors, j'ai essayé de faire rentrer ça au chausse-pied dans mon emploi du temps et je n'ai pas pu faire mieux. Donc voilà, je m'en excuse, c'est pas très agréable et j'en suis très conscient. J'aime pas, moi, voilà, c'est vraiment, j'aime pas faire ça, mais là, je n'ai malheureusement pas le choix. Alors, effectivement, Jean-Baptiste m'a demandé d'intervenir sur ce sujet, sur ce thème assez considérable, hein, des interactions, convergences, contradictions entre droits de l'homme et droit international économique. Donc, ce que je me suis proposé de faire, c'est vraiment plutôt de livrer quelques réflexions un peu générales, quelques pistes aussi de résolution des problèmes que j'ai cru identifier. L'idée étant évidemment certainement pas de proposer des réponses définitives, mais plutôt encore une fois, de stimuler la réflexion et d'accompagner aussi peut-être un processus de développement du droit qui a été évoqué, en particulier sur le continent africain, en particulier en matière économique. On voit beaucoup de choses qui se développent en ce moment même. Et c'est vrai que c'est le moment d'agir en réalité. Hein. C'est pas une fois que les traités sont signés et entrés en vigueur et appliqués depuis 20 ans qu'il faut s'apercevoir que ça ne va pas, qu'il faut les réformer. On voit bien les problèmes que ça pose en Europe, notamment, je pense au traité sur la charte de l'énergie ou à d'autres problèmes. C'est beaucoup plus difficile, comme je l'explique souvent à mes étudiants, de rouvrir des négociations pour modifier un traité que d'introduire dès le début des choses un petit peu révolutionnaires. Donc c'est le bon moment, je crois, pour agir. En particulier sur cette question. Alors ensuite, la problématique d'ensemble, peut-être si on devait la synthétiser, la résumer, elle tient évidemment, je crois, à un risque essentiel de contradiction entre la protection des droits de l'homme et, disons, le droit international économique, si j'inclus dans ce droit international économique le droit de l'investissement, le droit de protection des investissements et le droit des échanges aussi, le droit du commerce international à proprement parler. Il y a un risque de contradiction évident parce que parfois, protéger le commerce, protéger l'investissement,
ça suppose quelques sacrifices aux droits de l'homme. On voit à l'inverse en France aujourd'hui que protéger la santé publique impose quelques sacrifices à l'économie. On voit la situation exactement inversée, c'est d'ailleurs assez intéressant, comme s'il y avait une sorte d'incompatibilité irréductible entre promotion d'un développement économique, strictement économique, j'entends, et protection des droits fondamentaux. Pour autant, évidemment, l'objectif maintenant, c'est d'arriver à une approche plus englobante. Ça a été dit, très bien dit dans l'introduction. Le développement économique ne se conçoit pas sans les droits fondamentaux. Maintenant, le problème, je crois, au départ, sur le plan juridique, on se heurte à un problème d'ordre technique qui lui aussi est un peu éculé, un peu ancien, presque un peu dépassé. Et j'ose à peine prononcer le mot au milieu de ce panel d'internationalistes, mais je crois qu'on en est encore un petit peu là. Le problème fondamental, ça reste celui de la fragmentation du droit international. Encore une fois, sujet qui était très à la mode il y a une vingtaine d'années, qui l'est un petit peu moins, mais dont on ressent, je crois, encore aujourd'hui les conséquences. Ce phénomène de fragmentation du droit international, public, j'entends principalement, c'est ce phénomène que l'on connaît tous, voilà, qui est lié à l'absence de législateur central en droit international, qui est lié au caractère spontané du droit international, un droit qui est fait par ces sujets, pour ces sujets, dans les domaines dans lesquels il y a des besoins, sans forcément qu'il y ait une structure en fait supranationale qui assure la compatibilité entre des normes, le développement harmonieux des règles, etc. Ce phénomène, cette structure, cette nature du droit international conduit à ce qu'un développement un peu en silo avec des matières qui se développent les unes à côté des autres et sans forcément tenir compte des développements parallèles. Et donc, on a vu le droit international économique se développer à côté des droits de l'homme, à côté du droit de l'environnement, à côté d'un certain nombre de disciplines. Et en réalité, ce phénomène de fragmentation, je crois qu'il est encore aujourd'hui assez prégnant. Et il a notamment des conséquences en matière contentieuse. Et c'est assez frappant quand on regarde le contentieux économique. Je prends plutôt le point de vue du droit international économique, qui est plutôt ma spécialité. Et, je ne prétendrai pas parler en tant que spécialiste des droits de l'homme que je ne suis pas. Mais quand on regarde le contentieux économique, donc encore une fois, tribunaux d'investissement ou litiges commerciaux, type organe de règlement des différends de l'OMC. On voit bien que le problème est un problème de technique juridique tout simple, c'est que la juridiction est saisie sur le fondement d'un texte, sa compétence est limitée matériellement à ce texte, c'est un principe élémentaire du contentieux international suivant lequel le juge ne peut statuer que sur le fondement du texte dont il a été saisi, éventuellement aller chercher des petites choses à droite à gauche, mais il ne peut pas sortir de son mandat, sauf à évidemment méconnaître le consentement des parties et donc sortir de son pouvoir légalement constitué. Et donc les tribunaux arbitraux, comme l'organe de règlement différent de l'OMC, sont appelés à statuer sur le fondement des traités de protection d'investissement et sur le fondement du droit de l'Organisation mondiale du commerce. Dès lors, de sorte que si une question qui ne relève pas du texte sur le fondement duquel ils sont saisis, si une question de cette nature-là se pose, on se heurte en réalité à un problème de compétence de la juridiction. Et on a vu un assez grand nombre de fois, je pense aux affaires argentines notamment, dans l'arbitrage d'investissement, des tribunaux arbitraux, alors, trouver des formules pour dire j'aimerais pouvoir me prononcer sur cette question-là, mais je n'ai pas le droit de le faire. Et c'est d'autant plus vrai en arbitrage que derrière, il y a des recours en annulation et qu'un tribunal arbitral qui excéderait le mandat que lui ont confié les parties se rendrait probablement coupable d'un excès de pouvoir et sa sentence pourrait encourir l'annulation. Donc, je crois que le problème fondamental, en réalité, il est là, pas seulement, mais il est là aussi, et en tout cas, d'un point de vue contentieux, il se traduit par cette difficulté qu'ont les juridictions en matière économique à sortir de leur cadre initial de compétences. Et donc, voilà, lorsque la question se pose, lorsqu'une opposition entre droits de l'homme et droit économique se pose, par exemple une mesure économique qui est attaquée pour contrariété aux droits de l'homme, ou plutôt une mesure de protection des droits de l'homme qui est attaquée devant une juridiction économique, la juridiction économique finalement manque un peu de moyens, manque un peu manque de compétences juridictionnelles pour aborder cette question-là. Et donc, la mesure a beau être une mise en œuvre d'une obligation internationale des droits de l'homme, si elle est contraire à un traité d'investissement, par exemple, et qu'un tribunal est saisi sur le fondement du traité de protection des investissements, je le regrette comme tout le monde, mais il n'a pas le choix que de constater la violation du traité de protection des investissements, dans la mesure où, a priori, il n'y a pas de hiérarchie entre les différents traités et qu'il est lié de nouveau par le consentement des parties. Donc,
je crois que voilà, je voulais juste rappeler cette situation initiale qui, à mon avis, est en fait toujours celle qui pose problème aujourd'hui, mais c'est aussi celle qui explique les orientations justement prises à la fois par les traités, par la jurisprudence, et qui tentent d'aller voilà, de retenir une approche, de développer une approche un peu plus englobante, pour reprendre là aussi les termes du professeur Akanji Kombe, vous venez de décrire le droit des droits de l'homme comme un droit englobant. Je pense que l'idée est là aussi, c'est-à-dire un droit qui n'est pas juste un silo à côté des autres, mais plutôt un droit horizontal qui a vocation à se répandre dans l'ensemble des disciplines juridiques. Et le phénomène auquel on assiste, je crois, justement aujourd'hui, c'est un peu un phénomène, je ne sais pas comment on le dirait en français, d'englobisation, enfin, d'horizontalisation, en tout cas, du droit international des droits de l'homme, grâce justement à un certain nombre de techniques juridiques. Et ce que je voudrais juste vous présenter, encore une fois, c'est quelques réflexions rapides sur ces techniques juridiques. Déjà, une identification de ces techniques et quelques réflexions rapides et parfois un peu critiques à leur égard. Ce que l'on a constaté en réalité pour répondre justement à cette problématique et pour essayer d'intégrer davantage la question des droits de l'homme, qui d'ailleurs peut aussi être, les droits de l'homme peuvent aussi être un soutien aux droits des acteurs économiques. Il n'y a pas forcément une opposition frontale. Cette opposition, elle est fréquente, mais elle n'est pas systématique, elle n'est pas structurelle, me semble-t-il. Quoi qu'il en soit, on a vu quand même une évolution, je crois, à la fois des traités et de la jurisprudence qui est assez marquante depuis quelques années. Du côté des traités, d'abord, si on regarde un petit peu les accords, encore une fois, dans le domaine de l'investissement comme dans le domaine des échanges, il est assez frappant de voir depuis quelques années un certain nombre de références justement aux droits fondamentaux, un certain nombre de références à la protection des droits humains de manière générale, à travers différentes techniques juridiques, mais qui n'ont pas toujours le même effet, mais qui finalement ont en commun de tenter de décloisonner un peu le droit international économique. Et c'est vraiment, je crois que le terme essentiel est là, c'est que pour pouvoir résoudre la difficulté que j'ai évoquée au départ, la solution tient à un décloisonnement, justement à une rupture de cette vision complètement en silo et à une approche un peu plus intégrante, un peu plus englobante du droit international en général. Et donc on voit ça à travers certains types de clauses. Alors je ne vais pas faire la liste forcément, mais dans les traités d'investissement par exemple, c'est là probablement que le phénomène est le plus marquant, mais on le voit aussi en matière de commerce. On a vu des clauses de non-abaissement des standards, par exemple, apparaître, c'est-à-dire des clauses par lesquelles les États s'engageaient à ne pas diminuer leurs standards sociaux, environnementaux, donc standards de protection de certains droits fondamentaux, dans le but d'attirer des investisseurs étrangers. Donc l'objectif est que l'État reste à un niveau de protection, notamment des droits sociaux, qui soit requis par le droit international et que le droit international économique ne soit plus une sorte de bulle qui permette de pratiquer le dumping social ou le dumping en matière de droits de l'homme. Précisément par le jeu de ce type de disposition. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant, même s'il y aurait beaucoup à dire sur ces clauses, parce qu'elles sont parfois rédigées en des termes assez larges et le détail de leurs conséquences juridiques n'est pas évident, mais c'est tout de même un signe intéressant, parce que, de nouveau, l'idée est qu'on introduit petit à petit les droits de l'homme, même si c'est par la petite fenêtre des droits sociaux, mais bon, c'est déjà ça. Et puis en matière économique, c'est surtout eux qui sont concernés. C'est les droits des travailleurs, c'est les droits des riverains de grandes installations industrielles, etc. Donc on a quand même ce type d'obligation qui est intéressant. On voit aussi des références à la responsabilité sociale des entreprises dans les traités, avec dans le standard de responsabilité sociale des entreprises une référence au respect des standards internationaux de protection des droits de l'homme. Donc là aussi, c'est une manière de prendre un concept qui n'est pas totalement juridique, mais en le mettant dans un texte juridique et en le liant aux droits de l'homme, ça va permettre de nouveau de balayer, d'aller chercher un petit peu des choses qui, normalement, ne relèvent pas du champ d'application du traité.
On a vu aussi évidemment des clauses relatives aux obligations des investisseurs. Je pense à certains modèles de traités nationaux, bien entendu. Et là-dessus, le continent africain est assez en pointe. Je pense au modèle de la SADC, la Communauté de développement d'Afrique du Sud, le modèle de traité du Maroc aussi, qui est assez intéressant à cet égard. Alors, pour le moment, ce ne sont que des modèles, évidemment, mais je crois que, encore une fois, sans entrer dans l'exégèse de ces clauses, de ces différents types, de ces différentes pratiques normatives, je trouve que ce qui est intéressant, surtout, c'est leur point commun. Et leur point commun, c'est, encore une fois, décloisonner, intégrer les droits de l'homme. Et l'intérêt de ces clauses, à mon sens, c'est que désormais, un tribunal arbitral ne peut plus dire ce qu'il disait il y a 10 ans, c'est-à-dire je suis désolé, je n'ai pas compétence pour ça. Parce que si, par exemple, il y a une clause de non-abaissement des standards dans laquelle il est indiqué que l'État s'engage à ne pas diminuer ses standards sociaux, et qu'on reproche à l'investisseur, justement, à l'État, pardon, d'avoir pris une mesure qui affecterait les droits de l'individu ou au contraire une mesure protégeant l'investisseur qui se traduirait par une diminution de la protection sociale des travailleurs ou que sais-je, eh bien le tribunal arbitral ne pourrait plus botter en touche comme il le faisait avant. Et encore une fois, sans que ce soit nécessairement une critique, parce que je crois qu'il n'y avait pas véritablement d'autres solutions sur le plan juridique. Mais là, voilà, petit à petit, j'ai l'impression quand même que en intégrant ces droits de l'homme, on fait plus que faire passer un message politique, c'est plus que du toilettage ou de l'équivalent de ce qu'on appelle le greenwashing en droit de l'environnement. Il me semble quand même qu'il y a un phénomène normatif qui est assez fort, assez puissant, et qui, encore une fois, est très présent et qu'on voit aussi très bien dans les accords de protection, enfin des accords de libre-échange. Je n'ai pas eu le temps de regarder les tout derniers accords, justement, signés sur le continent africain en la matière, mais je sais que dans certains traités d'il y a 5 ou 6 ans, des traités locaux, on voit des références très claires aux droits fondamentaux. Et ça, il me semble que c'est extrêmement important. Ça donne aussi aux États des moyens de se défendre qui sont tout à fait essentiels. Ça, c'est vraiment donc, un premier mouvement, me semble-t-il, un mouvement conventionnel qui est tout à fait essentiel. Et puis, on assiste à un deuxième mouvement aussi, clairement, accompagnant ce premier mouvement, à un deuxième mouvement dans la jurisprudence qui elle-même a tout à fait conscience de la nécessité de ne pas justement réfléchir trop en vase clos. Je crois aussi qu'il y a un enjeu presque économique derrière, qui tient tout simplement au fait que la jurisprudence, qu'il s'agisse de l'arbitrage comme de l'OMC ou des organisations sous-régionales, elles savent, toutes ces juridictions savent qu'elles jouent aussi un peu de leur crédibilité et donc un peu de leur survie sur ces questions-là. C'est surtout vrai en matière d'investissement parce que ça se voit plus, mais je crois que c'est tout à fait vrai aussi en matière commerciale. Et donc, c'est pas uniquement par philanthropie que les juridictions ont fait évoluer leur position là-dessus, c'est aussi par instinct de survie, si je puis dire, en synthétisant un peu les choses de manière un petit peu cynique, mais je crois que c'est aussi un des leviers de l'évolution. Et alors, qu'est-ce qu'on a vu concrètement? Encore une fois, je serai assez bref, mais on a vu quand même des tribunaux et des organes de règlement des différends, disons, introduire beaucoup plus de souplesse dans l'interprétation des clauses de droit applicables, qui étaient celles qui étaient les leurs, avec une tendance tout de même à exploiter, c'est ça qui est assez intéressant, toute référence au droit international comme étant un levier pour aller chercher d'autres normes que les normes du traité. C'est-à-dire, ça s'est beaucoup vu là aussi en matière d'investissement, des traités prévoyant que le tribunal appliquera le droit international. Bon. Il n'y a pas de raison de n'appliquer que le droit international économique. Quand on dit le tribunal saisi sur le fondement du traité appliquera les dispositions du présent traité ainsi que les principes du droit international pertinents, bon. Les principes du droit international pertinents, il y a 15 ans, c'était uniquement des principes économiques. Aujourd'hui, c'est les principes du droit international pertinents. Et donc, s'il y a un enjeu de santé publique, s'il y a un enjeu de protection des droits des travailleurs ou de protection de l'habitat, encore une fois, à côté d'un projet minier, par exemple, les tribunaux hésitent beaucoup moins aujourd'hui à les appliquer. En tout cas, ils vont se servir de ce marchepied pour aller chercher des normes autres. Les tribunaux ont aussi utilisé, c'est assez intéressant, je ne me suis pas livré à une analyse totalement systématique, mais ce serait intéressant de voir
l'évolution dans l'utilisation de la Convention de Vienne sur le droit des traités, et notamment dans l'utilisation des moyens d'interprétation de la Convention de Vienne, à titre principal et complémentaire, titre 31 et 32. Les tribunaux, encore une fois, surtout en matière d'investissement, ont beaucoup moins de mal aujourd'hui à utiliser ces moyens complémentaires d'interprétation qui impliquent toute norme applicable entre les parties, etc. Parfois en tirant un petit peu quand même, hein, c'est-à-dire que voilà, on va aller chercher des normes qui fondamentalement n'étaient pas nécessairement applicables, mais pour ouvrir un peu le litige et pour, je crois, modifier un peu la teneur de leur décision. Et tout ceci a donné finalement, je trouve, un certain nombre de décisions intéressantes. Bon, on l'a vu aussi, encore une fois, en matière commerciale. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous connaissent la très célèbre formule de l'organe d'appel de l'OMC dans l'affaire Essence de 1996, quand il dit il ne faut pas appliquer le droit de l'OMC, il ne faut pas l'isoler cliniquement du droit international public. Cette formule consistant à refuser l'isolation clinique du droit de l'OMC par rapport au droit international public, elle est intéressante et elle montre dès le début, en plus c'est la première décision de l'organe d'appel de l'organe de règlement des différends. Ça montre une volonté aussi dès les années 90 de se placer dans une optique globale et donc de prendre en compte éventuellement d'autres normes que les seules normes du droit de l'Organisation mondiale du commerce, même si en pratique, l'ORD le fait assez peu, parce qu'il y a aussi assez peu de cas qui s'y prêtent. Mais quoi qu'il en soit, voilà, la conséquence fondamentale a été quand même l'évolution de certaines jurisprudences intéressantes. Je voulais juste, pour finir, décrire deux tendances qu'on a vues justement dans la jurisprudence. Et en me concentrant plutôt sur la jurisprudence arbitrale en matière d'investissement, parce que c'est vrai que c'est là quand même qu'on voit beaucoup de choses. À la fois une utilisation des droits de l'homme au soutien finalement des droits des parties, qu'il s'agisse de l'investisseur ou de l'État, et parfois une utilisation des droits de l'homme au soutien de l'existence d'obligations des parties. Et ça, c'est quand même, on a cette double vision qui est assez intéressante. D'un côté, d'abord, l'utilisation des droits de l'homme au soutien des droits des parties. On sait que, par exemple, les traités d'investissement garantissent le traitement juste et équitable. Bon, il y a des tribunaux arbitraux qui se sont très largement inspirés du droit international des droits de l'homme pour déterminer ce qui était dû à l'investisseur au titre du traitement juste et équitable. Et c'est vrai qu'il y a des convergences évidentes. L'interdiction du déni de justice, l'interdiction de la discrimination, l'interdiction du harcèlement, l'interdiction de l'enfermement sans procès, etc. etc. Alors là aussi, ça appellerait beaucoup de remarques, mais il y a quand même une convergence assez forte. Et là-dessus, ça m'inspire d'ailleurs une petite réflexion qui m'est vraiment propre. Mais c'est vrai que spontanément, quand on pense au rapport droit de l'homme, droit des investissements, on ne pense pas forcément au droit de l'investisseur comme droit de l'homme. Mais en réalité, je me demande si ici, une distinction ne pourrait pas être faite entre, suivant la forme de l'investissement. C'est-à-dire, concrètement, suivant que l'investissement se fait sous forme de présence physique d'individus ou non. Et il me semble que les droits de l'homme pourraient être pertinents dès lors qu'il y a des individus qui sont présents. Parce qu'après tout, dans des affaires d'investissement, on a vu plein de situations dans lesquelles il y a des enlèvements, il y a des contraintes physiques sur des hommes, sur des individus, sur des hommes et des femmes, sur leurs familles, sur des travailleurs, etc. Et là, il me semble que c'est des sujets sur lesquels droits de l'homme et droits d'investissement convergent totalement. À l'inverse, je reconnais quand c'est un fonds d'investissement luxembourgeois qui, via une filiale aux îles Caïmans, possède 80% d'une holding qui elle-même possède une usine de retraitement des déchets dans un pays en développement. Bon, je suis moins sûr que les droits de l'homme soient vraiment pertinents pour protéger l'investisseur. Là, c'est un propos qui m'est propre et que j'assume, mais je trouve que ce serait peut-être intéressant d'essayer d'entrer dans une approche un peu plus subtile. Encore une fois, le critère étant pour moi la présence d'individus, la présence d'êtres humains qui méritent la protection comme telle des droits fondamentaux. Donc, quoi qu'il en soit, ça c'est un aspect intéressant. Et puis, à l'inverse, je disais, les droits de l'homme peuvent aussi être utilisés au soutien, alors soit au soutien des droits de l'État ou au soutien d'obligations de l'investisseur. Très classiquement, dans le cadre du contentieux de l'expropriation, on sait qu'il y a des exceptions, c'est-à-dire que normalement, l'expropriation doit donner lieu à indemnisation, sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure d'intérêt supérieur, etc. Et là-dessus,
La jurisprudence s'est beaucoup développée ces dernières années sur cette fameuse doctrine dite des police powers, hein, suivant laquelle donc, une mesure de l'État visant un intérêt supérieur n'ouvre pas droit à indemnisation, quand bien même elle affecterait l'investisseur, pour autant que cette affectation est proportionnée. Là, il est évident qu'une mesure de protection des droits de l'homme qui serait une réponse à une obligation internationale ne serait pas constitutive d'une expropriation. On a l'exemple, alors un peu par analogie, de la fameuse affaire Philip Morris, hein, dans laquelle l'État... Philippe Maurice Uruguay, j'entends, hein, dans lequel l'État a réussi à se défendre en disant que la mesure de santé publique qu'il avait imposée, donc le paquet neutre, et qui avait affecté l'investissement, c'est un fait, hein, économiquement, il y avait eu un impact de cette mesure, mais cette mesure n'était autre que la mise en œuvre d'obligations internationales, notamment imposées par l'Organisation mondiale de la santé, en matière de santé publique et de droits fondamentaux, et la demande sur le fond a été rejetée. Donc, même si le lien est un peu plus ténu dans cette affaire, on voit que les droits de l'homme peuvent tout à fait être utilisés à cette fin-là. Et puis, ils peuvent être utilisés également, je terminerai juste sur ce point-là, ils peuvent également être utilisés dans l'hypothèse d'une demande reconventionnelle. Ça aussi, ça fait partie des choses un petit peu à la mode depuis quelques années dans le droit des investissements, mais appelé peut-être à un certain avenir, c'est-à-dire la possibilité offerte aux États de présenter des demandes reconventionnelles contre les investisseurs. Et on a vu notamment la très célèbre aussi sentence sur Baser contre Argentine en 2016, dans laquelle le tribunal est allé très loin dans l'examen de la demande reconventionnelle, l'État ayant reproché à l'investisseur de violer le droit à l'eau en tant que droit international des droits de l'homme. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette affaire, ce n'est pas tant le fond, puisque sur le fond, la demande a été rejetée, mais c'est vraiment tout le raisonnement du tribunal qui admet l'opposabilité des droits de l'homme à l'investisseur et qui se livre, c'est-à-dire que le caractère de personne privée de l'investisseur n'exclut pas l'obligation de respecter les droits de l'homme. Le tribunal s'appuyant sur une exégèse sur les textes de la Déclaration universelle, des pactes, s'appuyant sur la pratique des trois cours, ou je crois la Cour européenne, de la Cour interaméricaine, et il me semble que c'est la Commission africaine. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un arrêt de la Cour africaine qui soit mentionné parce qu'il n'y en avait probablement pas de pertinent. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est vraiment une décision très intéressante qui montre là aussi une volonté de s'ancrer dans un tout, et une volonté vraiment de ne pas agir uniquement comme juridiction économique, mais une décision qui est fondée sur l'admission du fait que l'économie s'intègre dans un ensemble et qu'il faut aussi tenir compte de cet ensemble. Donc voilà, il y a tout de même des pistes, il y a tout de même des évolutions qui sont assez marquantes depuis quelques années, me semble-t-il. Maintenant, il est vrai aussi que le droit international a beaucoup de progrès à faire, et je reviens sur ce que je disais au départ. Je crois qu'il est important de garder à l'esprit, et je crois qu'il faut vraiment que tous nous conservions cette préoccupation en tête, qui est qu'il faut, à mon sens, vraiment intégrer ces modifications, intégrer ces évolutions-là actuellement, au moment où sont mis en place des traités, plutôt que d'avoir à le faire a posteriori, d'autant plus que la logique des droits de l'homme implique une logique de prévention plus qu'une logique de réparation, contrairement à la logique économique qui, elle, se contente assez bien d'une logique de réparation. Voilà les quelques réflexions que je voulais vous livrer. J'ai probablement été beaucoup trop long. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention, et Monsieur le Président, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, chers collègues. C'était tellement passionnant que même le président a oublié l'horloge. Donc, on aurait pu continuer comme ça au détriment des autres intervenants. En tout cas, merci infiniment pour cette présentation très, très enrichissante et qui, je n'en doute pas, donnera lieu sans doute à de riches échanges aussi. J'ai relevé, j'ai noté dans votre propos notamment, et je l'indique ici pour ceux qui tout à l'heure auront à poser des questions, d'abord le rappel d'un risque majeur qui est le problème structurel du droit des rapports entre droit international économique et droits de l'homme, le risque de contradiction. Vous avez relevé ce risque-là pour montrer ensuite que ce risque était
sinon en voie de résolution, mais en voie de dépassement d'une certaine manière, avec des orientations nouvelles du droit international économique qui permet d'intégrer les problématiques de protection de la personne humaine à travers notamment les traités d'investissement ou les traités de commerce, les différentes clauses nouvelles qui apparaissent dans ces traités-là, mais aussi à travers un mouvement de la jurisprudence où on voit les tribunaux ou les organes de règlement des différends plus sensibles à la question des droits de l'homme, à la fois en termes d'interprétation, d'appréciation de leurs propres compétences, de convocation des normes de référence, etc. Et vraiment, merci infiniment. Et comme vous allez partir, malheureusement, je ne peux pas m'empêcher de faire une ou deux observations qui me sont venues à l'esprit pendant que je vous écoutais. Et je me disais que d'une certaine manière, on a une sorte de mouvement, comment dire cela, de révolution qui tourne en fait et qui revient. Parce que l'état du droit de ces orientations nouvelles me font penser aussi à quelque chose qui a été fondamental, c'est que les droits de l'homme sont venus à la vie d'une certaine manière un peu grâce au droit international économique. Grâce à la dimension du droit international économique. Je me souviens que dans quelques-unes des lectures que j'avais quand j'étais jeune, des recueils de l'Académie de droit international de La Haye, les premiers cours de l'Académie de droit international dans les années 1920 sur les droits de l'homme, c'était des cours qui portaient notamment sur le droit des étrangers et fondés essentiellement sur la jurisprudence internationale ou les décisions arbitrales concernant précisément les investisseurs, le droit de l'investissement. C'est par là qu'est entré dans le droit international un certain nombre d'exigences qui ensuite ont été formalisées en droit de l'homme. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est une sorte de juste retour du bâton vertueux, d'une certaine manière, que dorénavant, ces considérations-là reviennent aussi dans le jeu. Il n'y a qu'à voir, je n'ai pas à développer cela, il n'y a qu'à voir, vous savez, les arrêts que l'on cite dans les cours de droit international des droits de l'homme et dans le cours de droit international économique. Barcelone Attraction, tous les étudiants de droits de l'homme savent que c'est un arrêt fondamental parce que on y a l'énoncé d'un principe du jus cogens, par exemple, première application. Et le jus cogens, ça renvoie à des droits fondamentaux, particulièrement fondamentaux, à des valeurs fondamentales. Or, c'est un arrêt qui porte sur une affaire d'investissement. Et on pourrait multiplier ces exemples, les Mavromatis, les usines de Chorzo qu'on a entendues dans les amphithéâtres, etc. Il y a cette proximité-là qu'on a peut-être oubliée parce que le droit se technicisait d'une certaine manière. Et vous faites bien, peut-être reviendrons-nous là-dessus, d'insister sur ces tendances nouvelles qui sont le rappel, je crois, de principes anciens, d'une certaine manière, d'évolution du droit international. En tout cas,